franchement, en Corée, la nourriture, ça n'a rien à voir en Europe. Il y a plein de choses nouvelles, surtout pour lui. Et des fois, il aimait bien juste genre, ouvrir le congélateur, regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'était trop marrant. Puis le coup, il voit ça c'est quoi, ça c'est quoi. Et une fois, il y avait du calamar. Donc, bonjour tout le monde, c'est Cynthia de Sissi et Nico. Sissi et Nico, c'est une aventure à suivre sur Substack, sur le blog, de moi et mon frère qui faisons un PVT en Corée du Sud en 2024. Et donc je raconte nos aventures sur le blog. Et récemment, en fait, comme je faisais une version audio de chaque article, et en fait ça me manquait de vous montrer ma tête quand je raconte ces aventures, parce que pour moi c'est tellement vivant en fait ce voyage, que juste l'écrire, même des fois en écrivant en fait j'oublie des détails, et c'est en parlant, en parlant de ce qui s'est passé qu'il y a encore plus de choses qui me viennent et que j'ai envie d'exprimer. Et donc je vais continuer à faire le blog, mais j'aimerais en même temps, pour chaque épisode que je vais écrire, en même temps faire une vidéo pour vous raconter. Il y aura peut-être, voilà, vous pouvez peut-être juste l'écouter comme une version audio de l'article si vous voulez, ou juste l'écouter en complément, voilà, chacun sa préférence. Peut-être aussi que le fait de poster sur YouTube, ça va nous permettre de toucher plus de gens qui sinon ne nous trouveraient pas forcément, parce que pas tout le monde est sur Substack, voilà, sur les réseaux sociaux, enfin sur Instagram et tout. Donc voilà. Donc merci de nous suivre. Et donc je vais vous raconter aujourd'hui le chapitre 5.5 de notre aventure. Et si vous n'avez pas lu les autres chapitres, c'est pas grave, vous pouvez tout à fait catch up dans le blog en regardant ci-dessous le lien vers l'article. Voilà, vers tous les articles. Donc je vais commencer. Donc le chapitre 5.5, il parle de Hyo, le maître voyageur. Donc il faut savoir que Hyo, c'était une figure très centrale dans notre voyage en Corée, parce que c'était le propriétaire de l'auberge jeunesse où on travaillait. Si des fois je regarde à droite, c'est juste parce que je suis en train de relire mes notes pour me souvenir de tout, donc vous inquiétez pas. Donc Hyo, c'était le propriétaire de l'auberge jeunesse où on travaillait. Il a la cinquantaine, et apparemment il était assez connu dans la ville d'Andong où on était, de Andong. À chaque fois que je prononce, les gens ils savent pas de quoi je parle, mais voilà. Dans la ville où on était, apparemment il était assez connu. Il y a un article sur lui même. Et donc voilà. Hyo, une première caractéristique, c'est qu'il aimait beaucoup la cuisine. Donc tous les gens qui travaillaient avec Hyo, ils nous payaient en fait les courses chaque semaine. Et quand moi j'étais avec Nicolas, qu'on travaillait en binôme, il payait du coup la moitié des courses pour nous deux, ce qui était tout à fait normal. Mais de temps en temps quand même, il aimait bien faire plaisir à Nicolas. Et il cuisinait aussi pour nous de temps en temps, il faisait des barbecues à la maison, c'était super cool. Des fois c'est nous qui cuisinions pour lui, donc il nous montrait, déjà il nous a montré comment faire le riz. Faut savoir qu'en Corée, quand on fait du riz, en tout cas dans cette auberge jeunesse, je sais pas ailleurs, mais ce qui était cool c'est que quand on faisait du riz, eh ben on le faisait pour tout le monde en fait. C'était un gros cuiseur à riz pour vraiment toute l'auberge, en tout cas pour tous les travailleurs de l'auberge. Et donc quand vous mangez, et si jamais vous êtes le dernier à vous servir et qu'il n'y a plus de riz après, ben simplement vous en refaites pour les suivants. Et du coup, à tout moment de la journée, il y a toujours du riz qui est disponible pour les gens qui viennent. Et ouais, j'aimais bien un peu cette mentalité de je fais à manger, mais je pense aussi à ceux qui vont, pour moi, mais je pense aussi à ceux qui vont suivre après. Donc ça c'était vraiment chouette. Et Nicolas, il était curieux de tout. Donc pour rappel, Nicolas, c'est la première fois qu'il voyage aussi longtemps en dehors de la maison, en plus en Asie et juste avec moi. Donc franchement, en Corée, la nourriture, ça n'a rien à voir en Europe. Il y a plein de choses nouvelles, surtout pour lui. Et des fois, il aimait bien juste genre, ouvrir le congélateur, regarder ce qu'il y avait à l'intérieur. Et c'était trop marrant. Puis le coup, il voit ça c'est quoi, et une fois il y avait du calamar. Donc ça n'a pas été compliqué, juste on le remet dans l'eau et puis après on le grille. Je pense qu'il fallait le faire plus dans l'eau parce que c'est quand même dur à mâcher. Et Hyo, quand il nous a vus, il s'est vraiment marré. Il s'était en mode mais qu'est-ce qu'ils font, pauvre calamar.
Ah, voilà. Et il faut savoir que le calamar, c'est un truc que j'ai appris à apprécier en Corée. Franchement, en France, quand on faisait du calamar à la cantine, c'était mâchouillé, c'était pas bon. Mais là, en Corée, c'est vraiment, on retrouve dans plein d'endroits. En Chine aussi, j'ai mangé du super bon calamar, mais genre ça n'a rien à voir, le goût, la texture, c'est incroyable. Je préfère ça au poisson. Ouais, donc si vous allez en Corée, essayez du calamar grillé quelque part, parce que ça en vaut vraiment la peine. Et donc dans l'auberge jeunesse, quand on travaillait pour Hyo, on avait aussi accès à son kimchi à volonté, qui était fait par sa maman. Enfin, je dis pas si c'était un maman. Après moi, même là ça fait plus de temps que je suis en Corée, mais j'ai encore du mal à différencier entre un bon kimchi et un mauvais kimchi. Mais en tout cas, moi j'aimais bien. Et Nicolas, son kimchi préféré, c'était les danmuji. Son banchan préféré, pardon, c'était les danmuji. Donc c'est ces radis jaunes marinés. Ça, je peux en leur donner... des fois, je lui ai donné une boîte entière. Je me suis dit, je vais juste manger un petit peu. Non, il mangeait toute la boîte. Il était très très gourmand. Et moi, ça me faisait plaisir quand il mangeait bien comme ça. Une fois, très tôt au début du séjour, j'ai essayé de faire des gimbap maison pour éviter de l'acheter tout le temps dans les épiceries à côté. Les convenience stores, comme on les appelle ici, ou Pyeongwijom. Donc j'ai essayé de faire des gimbap maison. Alors pour savoir, les gimbap maison, les gimbap, c'est comme des sushis, sauf que le riz n'est pas mariné. Donc c'est vachement beaucoup plus simple à faire. Il faut juste mettre de l'huile de sésame, au lieu de faire vinaigre, sucre, machin et tout. Donc c'est beaucoup plus simple à faire. En plus, il y a plus de légumes. Parce que chez nous, nos sushis en France, on met juste peut-être un avocat et un poisson, c'est tout. Là, ils mettent en général de la carotte, un épinard mariné, de la viande, du danmuji. Donc en fait, c'est un repas. C'est un repas relativement équilibré, il y a quand même pas mal de riz, mais voilà, moi je trouve ça hyper bon, le gimbap. Nicolas, c'est son petit déjeuner tous les matins en Corée. Et voilà, donc c'était ça. Et Hyo a approuvé le gimbap. Donc j'étais très fière de moi. Et il y a une autre fois, je me souviens, où Hyo il arrive. Et le soir, il est 20h, il dit, bon, on mange quoi ce soir? Je sais pas que je vais faire à manger, mais bon, pourquoi pas? Du coup, on regarde ce qu'on a dans le frigo, et puis je lui ai expliqué le concept de la soupe au caillou. Donc on regarde tout ce qu'on a et tout, et puis on commence à mettre des légumes, de ci, de ça, et puis au fur et à mesure ça fait une soupe mais incroyable, parce qu'on a mis plein de choses on pensait pas qu'ils iraient ensemble, et le goût il est trop bon. Voilà, donc ça c'était cool. Ça c'est votre mot coréen du jour, pa. Alors j'espère que si je me trompe dans la prononciation, les Coréens qui regardent cette vidéo, s'il vous plaît, me démontez pas trop, mais je fais de mon mieux. Donc pa, c'est oignon vert. Pour eux, le défaut de l'oignon, c'est l'oignon vert. Ils disent pas oignon vert, ils disent juste pa, comme si c'était un oignon. Voilà. Et par contre, l'oignon jaune, que nous on appelle oignon, parce que c'est notre défaut à nous, eux ils l'appellent yangpa. Ça veut dire littéralement oignon occidental. Donc c'est rigolo de voir que pa, yangpa, c'est comme si nous on disait oignon et enfin, ouais, vous voyez le référentiel, il est pas le même. Pour eux, le défaut, c'est oignon vert. Pour nous, le défaut, c'est oignon jaune. Mais on dit jamais oignon jaune, on dit juste oignon. Et l'autre, c'est l'oignon vert. Eux, ils disent juste oignon pour eux, ça veut dire oignon vert. Et l'oignon jaune pour différencier. Ça, je trouve ça rigolo dans la façon d'appeler les oignons en Corée. Voilà. Donc ça, c'était un peu niveau cuisine en Corée. On cuisinait vraiment souvent nos repas ensemble. C'était vraiment un peu à l'impromptu. Il n'y avait pas de programme ou autre. Mais c'était vraiment... C'est quelque chose que j'aimais beaucoup dans cette auberge jeunesse, c'est le fait qu'on partageait beaucoup de repas ensemble avec le propriétaire. Parce que plus tard, ça je vous le raconterai plus tard, mais une autre auberge où on allait après, il y avait zéro contact avec le propriétaire, c'était juste nous entre nous. Donc là, ouais, c'était très familial, c'était très chouette. Voilà. Et une dernière caractéristique de Hyo, c'est que c'était un voyageur très aguerri. Il faut savoir que c'est quelqu'un, juste pour faire vite, il y a plus de détails dans le blog, mais je voudrais passer pour parler un peu de Nicolas. Hyo, c'est quelqu'un qui, avant d'ouvrir l'auberge jeunesse, a beaucoup voyagé partout dans le monde. Il est allé dans plus de 40 pays, je crois.
Il a campé une année 166 fois parce qu'il adorait la randonnée. Il adorait escalader des montagnes, voir plein de choses. Donc c'est quelqu'un qui aime voyager. Donc il a bâti l'auberge jeunesse aussi parce qu'il aime, il sait ce que c'est un voyageur, il aime être au contact des gens. Et une chose particulière de Hio, c'est qu'en fait, il demande jamais la nationalité des gens quand il les rencontre. Vous voyez, genre... moi, je sais pas, je rencontre quelqu'un, la première chose, c'est tu viens d'où? Voilà, c'est naturel. Et en fait, il dit qu'il n'aime pas demander ça parce que s'il demande ça, et tout de suite, il y a plein de stéréotypes qui lui viennent. Et il a peur de classer la personne par rapport à la nationalité de... sa nationalité, quoi. De dire, tiens, elle est française, donc forcément, elle doit être ça, ça, ça. Non, du coup, il n'aime pas trop parler de la nationalité des gens ou d'où ils viennent. Et je trouve ça assez original. J'avoue que moi, j'aime quand même bien demander d'où ils viennent. Surtout si c'est pas évident, pour au moins mettre des points en commun. Et c'est vrai que c'est intéressant de se dire, les gens, juste de transmettre ce message-là que toi, en tant que personne, tu n'es pas juste ta nationalité, tu es aussi toi, voilà. Et je m'identifie pas à tous les Français que je rencontre, c'est vrai. Je pense pas que tous les Coréens s'identifient à tous les Coréens qu'ils rencontrent. Donc c'est... Ouais, il aime regarder l'individualité des gens et pas juste stéréotyper. Je trouve ça chouette. Je sais pas ce que vous en pensez. Et si vous êtes féru d'histoire, je vous invite à regarder l'histoire de la ville d'Andong. Donc la ville d'Andong, c'est là où on était, et elle a une place assez centrale dans l'histoire en Corée. Voilà. Donc si vous voulez, je vous mets des infos dans l'article en bas. Voilà. Et pour finir, petite note par rapport à Nicolas. Donc Nicolas, mon frère, il a du mal à parler en général en public. Avec moi, il peut parler des heures, pas de problème. Ou tout seul, sous la douche, il parle, pas de problème. Mais dès qu'il y a d'autres personnes, c'est moins évident. Donc en général, moi j'ai remarqué qu'il y a 3 types de gens. En fait, ça veut dire que pour arriver à être pote avec Nico, on va pas être pote forcément avec lui. Enfin, en tout cas, ça c'est moi quand ça je le vois, hein, j'ai peut-être tort, mais moi des fois, quand je vois des gens, non, en général, je deviens pote avec eux parce que j'aime la conversation que j'ai avec eux. J'aime leur humour, j'aime... voilà. Et Nicolas, fait plus partie de ces gens, ces rares gens dans la vie qu'on rencontre en fait, que je pense qu'il y en a qui, quand ils le rencontrent, ils décident de l'aimer tout de suite. Ils se disent pas, tiens, je suis pote avec lui parce qu'il est marrant, parce que machin, c'est juste, je pense, parce que comme il montre quand même, il a des petites choses, mais c'est pas aussi flagrant que chez d'autres personnes, et donc, voilà, il y a 3 types de personnes. Il y a ceux qui, tout de suite, ils l'aiment, pour qui il est, voilà. Tout ce qu'il fait, ils trouvent ça génial, voilà, ils l'aiment tel qu'il est, et ça, je trouve ça fantastique. Il y a ceux qui ont un peu plus de mal, parce qu'ils sont pas à l'aise, parce qu'ils ont plein de stéréotypes dans la tête, ils ont plein de choses, des vécus, je sais pas. Voilà. Et puis il y a ceux, c'est plus rare, mais vraiment qui en ont rien à carrer, et qui, dès le départ, ont décidé qu'il vaut pas la peine qu'on lui accorde son temps. Donc j'ai remarqué les 3 types de personnes. Les 3e types, forcément, c'est ceux qui me font toujours le plus mal au cœur quand je les rencontre. Ceux qui direct le mettent dans une case et vraiment veulent le mettre de côté. Et donc moi, bien sûr, quand je voyage tout seul avec Nico, moi je le défends, je veux être sûre que tout se passe bien. Donc quand on a rencontré Hio, qui allait être notre boss, je voulais être sûre que tout se passe bien. Parce que je me dis, j'aimerais pas que Hio mette Nicolas dans une case et vraiment le regarde pas ou devienne pas pote, parce qu'on a quand même habité au moins 2 mois ensemble, il faut que ça se passe bien. J'avais beaucoup de pression. Beaucoup de pression. Et je voulais vraiment que Hio, il ait des bons sentiments pour Nicolas, que tout se passe bien. Et bon, j'ai déjà laissé des indices jusque-là qui montraient que Hio, franchement, il intégrait Nicolas dans tous les repas, dans tout ce qu'on faisait, donc c'était chouette. Mais imaginez ma réaction quand, 1 semaine après être arrivé, juste 1 semaine, eh ben, on allait voir les fleurs de cerisier le long du fleuve et tout. Et là, on perd Nicolas. Et il fait nuit, c'est la nuit, et on perd Nicolas dans la rue. Sachant que Nicolas n'a pas de téléphone, il répond pas quand on crie, il sait pas crier, pour X raison que j'ignore. Si, il s'écrie quand il a mal, mais quand il se perd, pour X raison, il dit pas. Et donc on a perdu Nicolas. Voilà, après 1 semaine d'être arrivé, moi j'étais en mode, c'est pas vrai. C'est pas vrai. Mais ça, c'est une histoire que je vais vous raconter dans la prochaine vidéo, dans le prochain article. Voilà. Où je vais rencontrer beaucoup plus de miracles et d'histoires en Corée. Voilà, merci de m'avoir écouté.
Ça me fait du bien d'être face caméra parce que je sens que je raconte beaucoup plus de choses qu'à l'écrit. C'est plus spontané parce que c'est vraiment quelque chose que j'ai vécu, je l'ai dans le corps. J'ai besoin de partager comme ça. Et ouais, si vous êtes nouveau à la chaîne du coup et que vous avez regardé jusqu'au bout, bah, félicitations. Et je vous invite à regarder si vous voulez lire nos histoires d'avant, enfin d'avant ce que je viens de raconter, vous pouvez tout à fait lire le blog, voilà. C'est la première vidéo donc il n'y en a pas d'autres, mais il y a les articles de blog qui ont précédé ça. Donc n'hésitez pas, voilà. Et du coup je vous dis bisous et à la prochaine vidéo. Bisous de Séoul. D'ailleurs, je suis à Séoul, ça fait 1 an, mais ouais, je déménage la semaine prochaine, donc ce décor, il va pas rester très longtemps. Voilà, bisous bisous, merci.